Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère. Bon alors on se retrouve un dimanche pour la dernière vidéo de la semaine. C'est rare mais hier il y avait vraiment très peu de contenu et pas plus aujourd'hui. Donc le zap va être sûrement un peu court, je l'ai pas encore monté en entier donc j'ai pas encore le temps exact mais il me semble pas qu'il devrait dépasser les 20 minutes. Et du coup pour ceux qui ne l'auront pas vu, peut-être qu'on se le regardera ce soir en live. Allez on débute avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui est toujours à 26 dans la peur. Du côté des marchés US, les marchés sont fermés donc il ne se passe pas grand chose, on est toujours à 63 dans la zone de grid. Alors oui, n'oubliez pas qu'on se retrouve ce soir en live sur Twitch pour tirer au sort tous les gagnants de la semaine. Si tu viens à peine de débarquer, sache qu'en laissant un petit commentaire sous les Zap Crypto, tu peux tenter de gagner un NFT de la chaîne. Tu peux retrouver toute la collection sur OpenSea. Merci à tous les zappeurs et zappeuses pour toute la force que vous m'avez encore apportée cette semaine. Il me tarde de vous retrouver ce soir. Je vous souhaite une excellente vidéo. Installez-vous confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite un beau dimanche. C'était Zap Crypto. Parlons maintenant pour finir du chatbot d'OpenAI. J'ai trouvé ça assez drôle. C'est un chatbot qui vient d'être déployé, chat.openai.com. Ils ont en fait la communauté crypto a essayé de voir qu'est-ce que ce chatbot pouvait faire, et ce qui était hallucinant, c'est qu'il arrivait à trouver des failles de sécurité dans du code Solidity, donc du code pour déployer des smart contracts. Il arrive à trouver la faille, expliquer la faille, à quoi elle correspond, comment la corriger. C'est pas parfait, mais c'est vraiment très puissant. Et il y a aussi des personnes qui s'amusent à faire dire à ce chatbot un certain nombre de choses, et moi j'ai trouvé ça complètement hallucinant ce que ce chatbot pouvait faire. Vous pouvez lui dire écris-moi, je lui ai dit écris-moi en français une disserte sur un essai sur Satoshi Nakamoto et sur son identité probable, et ça doit faire X milliers de mots. Et en quelques secondes, le chatbot arrive à écrire quelque chose qui a vraiment du sens, qui fait sens, qui est vraiment bien écrit. Je trouvais ça vraiment bon. Voilà, le mystère entourant l'identité de Satoshi Nakamoto, le créateur de la crypto-monnaie Bitcoin, a fasciné les gens depuis sa création. Et il continue comme ça en citant Craig Wright, en citant Nick Szabo, en citant un certain nombre de choses dont il a connaissance. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. J'ai aussi fait quelque chose pour rire écris-moi une discussion entre Emmanuel Macron et Vitalik, où Emmanuel Macron essaye de convaincre Vitalik de déplacer la fondation Ethereum en France, et ça fait encore une fois une discussion assez bien. Donc c'est très puissant. Je suis vraiment surpris de ses capacités de ce chatbot. Donc n'hésitez pas à l'essayer pour voir ce que ça peut faire. Moi j'avais une petite question, donc j'ai 20 ans, je suis dans l'écosystème depuis 2016, donc ça commence à faire un petit bout de temps. Je suis un petit peu plus pessimiste que vous sur l'évolution du système en France. Je ne peux m'empêcher de voir un petit effet rapport Terry avec Minitel versus Internet dans les années 80-90, si mes souvenirs sont bons. Notamment même au niveau des banques, comme vous l'évoquiez, donc ce sera ma question. Aujourd'hui, moi, je dirige un média dans les cryptos, et il nous a été impossible en France d'ouvrir un compte, même en passant par la banque de France, etc. Donc, on a dû aller se réfugier à l'étranger, et on ne peut s'empêcher de voir même des députés européens faire du zèle et refuser absolument les cryptos, aller à reculons, même avec des éléments argumentés. Donc je voulais avoir votre opinion sur le fait de savoir si il y avait une évolution de la pensée qui était déjà en marche, que vous aviez pu constater, ou si c'était peine perdue. Je pense que le français est pessimiste, vraiment. Et pour autant, je suis plus de nature pessimiste qu'optimiste. Mais je pense qu'il faut se battre. Moi, j'ai eu dans mon bureau pendant 5 ans des entrepreneurs qui beaucoup voulaient rester en France. Parfois, certains ont pris la décision d'aller à l'étranger. Parce que parfois, c'est pas possible, autrement. Et pas simplement pour des questions fiscales. Parce que ça, pour moi, c'est des questions de convenance. Quand vous êtes à savoir si vous payez 35% d'impôts ou vous payez 10%, c'est pas normalement une contrainte. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que votre business, vous pouvez le faire en France. Je vais pas faire un tacle aux avocats, mais je pense que les avocats ont aussi un rôle en la matière. Quand vos conseils vous disent c'est plus préférable d'aller à Abu Dhabi qu'en France, souvent vous les écoutez. Mais je pense qu'il y a une nécessité aussi de se battre pour rester en France. Je sais que c'est pas facile. Je pense que c'est plus difficile qu'ailleurs, dans certains endroits en tout cas, mais c'est pas impossible. Après, le vrai problème, vous le citez, c'est le premier obstacle qu'un entrepreneur crypto rencontre, c'est le droit au compte. Et ça,
c'est même pas simplement un sujet politique, c'est vraiment un sujet de bataille économique entre deux acteurs qui se regardent en chien de faïence et qui sait qu'il y en a un qui va disparaître. Lequel, moi j'ai ma conviction, mais pour le coup, c'est plutôt ça l'enjeu. Mais rester en France, si vous voulez, même sur des modèles très régulés, c'est possible. Je veux dire, on peut s'en donner les moyens. Et il y a des projets qui peuvent réussir, qui prendront des risques, mais qui peuvent réussir en France. Je le crois profondément. Après, il ne faut pas jeter l'éponge. Et c'est-à-dire que si parfois la facilité tend à se dire on va à Zoug ou en Neufchâtel, je pense que c'est dommage. Donc il faut travailler à cet équilibre. Vous pouvez avoir une partie des activités en France, vous pouvez avoir une autre partie des activités à l'étranger et toujours considérer que la substance elle est faite en France et que votre entreprise elle emploie des gens en France. Après, voilà, il y a des choses qui sont possibles, mais c'est aussi la question de la difficulté et du risque que vous voulez prendre. Et moi, je pense que plus il y a d'entrepreneurs qui restent en France, qui, face aux régulateurs, face aux politiques, disent voilà, nous, on veut rester en France parce que on est français, on habite ici, on n'a pas envie d'aller s'expatrier, c'est pas pour des questions fiscales, on veut faire monter ce business en France, pas simplement dans une logique nationaliste ou patriotique, mais qu'on veut simplement en fait construire notre business ici. Je pense qu'il y aura plus de rapports de force et plus de possibilités de discuter. Si tout le monde se dit bon bah en fait je me barre, je vais outre-Atlantique ou je vais à Neuchâtel ou à Zoug, no offense pour ces juridictions, bah, je pense qu'en fait on a déjà perdu le combat. En tant que Français, on sera dans tous les boards à l'étranger, mais nos boîtes ne seront pas françaises. Ensuite, c'est important comme information, ça date aussi d'hier, c'est que Binance a vraiment du mal. Vous savez, le Japon, comme la Corée du Sud, ça fait partie des 3-4 plus gros marchés des crypto-monnaies au monde. Ils sont en avance, il y a énormément de projets, il y a énormément de choses. Le Japon, c'est un pays assez fermé au niveau de sa réglementation. Après, faut pas l'oublier, MTGOX, le plus gros hack de l'histoire des plateformes de crypto-monnaies, c'était basé au Japon. Donc les Japon ont un gros passif avec les crypto-monnaies. Maintenant, c'est un pays qui aime bien réglementer et c'est un pays qui est en avance dans le milieu des crypto-monnaies. Binance, malgré sa taille énorme dans le monde entier, a un peu du mal à venir, même a du mal à venir au Japon. Et pour ce faire, le plus simple, c'est qu'ils ont racheté un exchange qui s'appelle Sakura Exchange, Bitcoin, pour un montant inconnu. Et ça lui permet de rentrer par la petite porte sur le marché japonais et petit à petit venir s'imposer au Japon. Ils savent très bien que le Japon, c'est un marché hyper important pour eux, pour leur développement. C'est The Country Plan to Invest. Parce qu'ils sont en avance et même au niveau du gouvernement, c'est un gouvernement qui est crypto-friendly. Et bien évidemment, Binance, par rapport à leur développement, c'est très très important d'être au Japon, en Corée du Sud, dans ces deux pays en particulier. En parlant de monnaie dévaluée, au Venezuela, la monnaie qui vaut rien, une petite image, tu peux voir que tu as des billets qui traînent de partout tellement que ça vaut rien. Donc c'est pour ça qu'un peuple comme ça, le Bitcoin, ça permet de ne pas avoir ton argent qui est complètement dévalué, qui est rien. Imaginez l'euro, ton argent, ton pouvoir d'achat divisé par 100 ou par 1000. Genre pour acheter ta baguette de pain, c'est plus 1 euro, il faut 100 euros ou 1000 euros. C'est un peu l'idée, tu vois. Donc voilà, pour ça, vive le Bitcoin. Partons maintenant en Russie où l'adoption de l'industrie entourant les crypto-monnaies est visiblement en train de s'accélérer. Tout d'abord, on apprend que la Sberbank, la plus grande banque de Russie, vient d'annoncer qu'elle prendrait désormais en charge MetaMask, qui est, je vous le rappelle, l'un des wallets les plus utilisés pour interagir avec les applications décentralisées basées sur la blockchain Ethereum. Et je précise que dans le même temps, ils annoncent que leur blockchain, la Sber Blockchain Lab, sera compatible avec les applications basées sur Ethereum. Bref, la Sberbank a très clairement envie de profiter du développement de l'écosystème Ethereum et n'a pas envie de rater le virage crypto. Et d'ailleurs, toujours en Russie, il semblerait que les mineurs russes sont en train de développer leur ferme, car les ventes de rigs de minage sur les 2 premiers mois du 4e trimestre sont déjà supérieures à l'ensemble du 3e trimestre, et rien que sur les 9 premiers mois de cette année, les ventes sont en augmentation de 65% par rapport à l'année dernière. Et ce qui explique ce développement du minage malgré la chute du cours du Bitcoin, c'est d'une part l'accès à une électricité bon marché dans certaines régions de Russie, mais également la chute du prix des ASIC qui sont aujourd'hui proches du prix de production, ce qui fait qu'il s'agit du bon moment pour investir dans du matériel de minage. Au final, au travers de ces informations, on voit que la Russie accélère dans l'intégration des cryptos dans leur économie, et je vous rappelle qu'il y a quelques jours, on a eu des dirigeants qui ont évoqué la création d'une place d'échange crypto nationale. Il se passe quelque chose d'étrange depuis quelques semaines. D'un côté, les taux d'intérêt des banques centrales montent, que ce soit aux USA ou à la BCE. D'ailleurs, et pour 2023, ces deux zones annoncent qu'elles vont continuer à monter les taux.
De l'autre côté, nos deux banques centrales persévèrent aussi dans la réduction de leur bilan. Pourtant, ces deux données fortement récessionnistes ne semblent pas provoquer de récession, justement, comme c'est le cas d'habitude. Du coup, les marchés recommencent à monter depuis la mi-octobre et le S&P 500 et les marchés américains se refont de 12%. Enfin, cerise sur le gâteau, on nous annonce que le pic d'inflation serait déjà là, peu ou prou à 8% aux États-Unis et 10% dans l'Union européenne. La situation est donc très étrange car une remontée des taux couplée à une réduction de la liquidité conduit normalement à une récession. Pourquoi est-ce que cette fois ce serait différent ? De même, si l'inflation a atteint effectivement son pic, cela signifie soit que la crise énergétique est en train de se normaliser, ou alors que la récession est déjà là. Puisque les prix du pétrole baissent alors que nous n'avons toujours pas réglé la crise ukrainienne, cela tend plutôt à signifier que ce sont les faillites d'entreprises qui permettent la baisse des prix du pétrole par la destruction de la demande. Mais alors, que se passe-t-il ? Faut-il croire les économistes qui nous expliquent que le marché est maintenant reparti à la hausse ? Ou alors, est-ce que nous nous situons dans l'œil du cyclone ? Commençons par regarder les marchés obligataires. Cette année, nous avons connu un krach obligataire d'anthologie. Sur la France, par exemple, c'est une gamelle d'environ 20%. C'est un plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi les banques et les assureurs n'ont pas sauté ? Mais oui, puisque les obligations constituent la base du système de l'épargne, tant dans le secteur bancaire que dans le monde des assurances. Pourquoi on ne voit rien venir ? De ce côté-là, la réponse est assez simple. Pas vendu, pas perdu. Il s'agit d'une norme comptable. Votre assureur n'est pas obligé de compter la perte, car s'il garde les obligations qu'il a achetées pour vous jusqu'à son terme, il obtiendra toujours le coupon chaque année jusqu'à échéance, et on lui rendra le capital en dépit de la cotation sur les marchés, une fois l'échéance arrivée. Étrangement, cela pourrait même être une bonne nouvelle, puisque votre assureur achète en ce moment des obligations qui ont beaucoup baissé, donc avec des rendements qui ont beaucoup monté. Mais alors, où est le problème ? Eh bien, le premier, c'est le risque de défaut sur la dette de la France, pour continuer sur notre exemple. Avec des obligations à 10 ans, il n'est pas du tout certain que votre épargne obligataire s'en sorte indemne. Que ce soit par l'inflation ou toute autre sorte de défaut monétaire, votre capital va bel et bien souffrir. Dans les autres chiffres que nous avons eus cette semaine, l'inflation en Europe, on atteint les 10%. On était à 10,6% en octobre. Sur 12 mois glissants, je précise, avec une baisse des prix de l'énergie qui a fait baisser l'inflation. Et là, on le voit très bien avec ce graphique. Oui, bon, tu vas me dire, mais là, Xav, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Regarde, la tige, elle est à plus de 33% sur les prix de l'énergie là. Donc tu me dis que l'inflation a baissé. Xav, il se fiche de moi. Eh bien, effectivement, les prix de l'énergie ont progressé de 35%, mais c'est bien moins que les plus de 41% qu'on a connus au mois d'octobre. Donc même si c'est haut, bah ça baisse. On remerciera au passage le pétrole qui est passé de 100 $ à 85 $. D'ailleurs, en parlant d'inflation, est-ce que ça t'intéresse de connaître l'avis de Christine? Non? Bah je vais te le dire quand même. Elle, je cite, aimerait voir l'inflation avoir culminé en Europe. Mais elle, je cite encore, pense qu'il y a trop d'incertitudes pour supposer que c'est le cas. Fin de la citation. Donc elle aimerait voir l'inflation atteindre un top, mais en fait il y a trop d'incertitudes pour supposer qu'en fait c'est possible. Voilà. Ah mais c'est pas possible de sortir des trucs comme ça quoi. Ce qu'on peut voir, c'est que la bougie en cours de ce trimestre est en train de ravaler complètement le trimestre précédent. Ça, c'est au 3 décembre. Au 2 décembre, on va dire la clôture d'hier. Au 2 décembre, on est en train de ravaler cette bougie-là. Seulement, de l'autre côté, on voit que la lagging span est en train de rencontrer la droite de support, la droite de tendance ici, qui agit en tant que support. La question est de savoir, est-ce que ce support va tenir et donc on s'arrête ici et les prix reprennent leur hausse, donc le dollar remonte, ou alors au contraire, est-ce qu'on a un attrait fort ici avec la Kijun et à 101,54 et on descend jusqu'à ce niveau-là avant éventuellement de clôturer au-dessus, c'est-à-dire de descendre, là, de continuer à descendre dans les jours qui viennent, enfin les semaines qui viennent, et puis en fin de trimestre, on revient, donc en fin décembre, on revient pour que la lagging span sauvegarde sa droite de tendance. Donc c'est la question. C'est la question à se poser. Donc pour le moment, c'est baissier, on ne peut pas dire le contraire. On a un signal qui est quand même fort baissier, mais on a un support qui est ici. Est-ce que ça suffira ou pas, ou est-ce qu'on va quand même chercher ce niveau-là? Alors, le dollar a fortement baissé, notamment là, cette semaine, à cause du discours de Powell qui a dit qu'il allait ralentir sur la hausse des taux, ce qui veut dire que la semaine, pas la semaine qui vient, mais la semaine d'après, lors de la Fed, il ne monterait, je dis bien ne monterait, parce que pour le moment, tant que c'est pas fait, ça reste à faire, ces taux que de 50 points de base au lieu des 75 points de base qu'il a fait
monnaie toute l'année. Donc c'est ce que les marchés ont marqué, hein, c'est-à-dire que si on monte moins les taux d'intérêt, c'est mauvais pour le dollar. Donc c'est pour ça que le dollar a chuté. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? Parce qu'il faut quand même noter qu'avant, il y aura des échéances importantes. Donc on a l'ISM des services lundi, il y a le PPI américain, et le sentiment des consommateurs vendredi, donc un premier chiffre d'inflation producteur vendredi, le deuxième chiffre d'inflation qui est le chiffre d'inflation LE majuscule, le CPI qui va tomber donc mardi prochain, et la Fed qui tombera donc le mercredi suivant, le lendemain, le 14 décembre. Et donc si finalement ces deux chiffres inflationnistes sont très mauvais, peut-être que Powell au dernier moment va changer son fusil d'épaule et finalement il va monter de 75 points de base. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'effectivement on pourrait à ce moment-là aller chercher ça, et puis s'il remonte de 75 points de base au 14 décembre au lieu des 50, à ce moment-là, ça repart. Maintenant, comme tout le monde anticipe les 50 points, s'il fait les 50 points, le dollar ne devrait pas continuer à chuter puisque c'est déjà dans les prix, puisque ça a déjà été intégré avec son discours. En fait, il nous a fait un FOMC avant l'heure, quoi, hein, pour bien faire. Donc, il a commencé à prévenir, oui, peut-être que finalement, je vais arrêter de monter mes taux de manière aussi forte, je vais ralentir. Et donc, le marché a pris la news en compte, hein, et a baissé sur le dollar index. Donc voilà, on est dans l'incertitude sur le dollar pour le moment. On est toujours sur le BTC ici face au dollar. On a cette potentielle, encore une fois, structure de retournement, et là on est en train de parler de structure, hein, bien évidemment, c'est-à-dire que on a cette épaule, tête-épaule. Et on a fait la blague avec un abonné, mais ceci n'est pas une bite. Hein. Vous comprenez que si les chartistes avaient appelé ça Balls and Dicks à ce moment-là, je vous appellerais ça une Balls and Dicks, mais c'est bien une épaule tête-épaule inversée, et qui donc trouve sa ligne de coup juste ici. On a également ici cette structure potentielle en flag, et là on est en daily, mais on va assez vite zoomer sur l'histoire pour éventuellement voir un petit peu ce qu'il peut se passer, et on a cette résistance long terme, plutôt une droite de tendance qu'on est en train de passer dorénavant, en tout cas qu'on a pu dépasser au travers de cette bougie qu'on a faite le 30 novembre. Il y a désormais 4 jours. Donc, épaule, tête, épaule, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour ceux qui réfléchissent juste bêtement en fonction de la théorie de dos, on va dire que on avait ici une structure où on avait des plus hauts de plus en plus bas, hein, vous le voyez ici. Et puis, à partir de ce moment-là, vous voyez qu'on inverse potentiellement la tendance avec des plus hauts de plus en plus hauts et des potentiels plus bas de plus en plus hauts également. Donc, ça veut dire qu'on était, on va dire, dans une structure qui était en descente. Si je dézoome un petit peu, vous allez voir que on est vraiment ici dans une tendance baissière globalement, mais court terme ici depuis quelques semaines, enfin depuis une semaine maintenant ou deux, on a cette potentielle structure de retournement avec cette fameuse épaule tête épaule et un bottom qu'on qualifie pour le moment de provisoire puisqu'on ne peut pas savoir si ce bottom est définitif ou non. ETH BTC, donc c'est le rapport entre Ethereum et Bitcoin, où Bitcoin se place justement en élément fort ou non fort. C'est la représentation de la force d'Ethereum par rapport au BTC. Quand on monte, ça veut dire que deux choses. Ça veut dire soit Ethereum surperforme BTC, soit BTC sous-performe Ethereum. Ça peut être un mix des deux. Et quand c'est l'inverse, tout simplement c'est l'inverse. Qu'est-ce que l'on voit ici, depuis un certain temps? On voit une structuration qui est en train de se faire. Structuration. Alors certes, là on a fait un break-off structure où on est en train potentiellement de retest. Il va falloir attendre ici la clôture. Si on fait un break-off structure, je vais peut-être nettoyer un petit peu histoire de voir. Si on fait un break-off structure dans cette zone-là, avec une cassure des 0,079, là-dessus on aura potentiellement un retest qui est en train de se faire pour faire un break-off structure validé, une accélération haussière, break-off structure ici, donc à ce moment-là on partirait sur quelque chose qui serait plutôt bullish, ce qui serait en même temps cohérent avec un Ethereum qui est en proof of stake, avec une diminution de l'émission d'Ether tous les jours, donc forcément on a une max supply on a une pression baissière qui est diminuée par la contraction de la max supply, ou en tout cas l'élasticité maintenant qu'elle a cette max supply au niveau de l'Ethereum, et donc on aurait quelque chose qui serait plutôt poussé par une forme d'Ethereum. Ça, avant, pour les précédents halvings et les précédents cycles, on était que sur du BTC
qui poussait. On avait un BTC qui représentait jusqu'à 50% de la totalité du market cap. Là, actuellement, c'est plus le cas, on est à 40%, mais on peut très bien redescendre à 30%, et Ethereum prend de plus en plus de place par rapport à ça, parce qu'il représente les use cases. Et il ne faut pas aussi diminuer la notion d'Ethereum et de la force d'Ethereum dans ce qui est en train de se passer actuellement, et dans aussi la résilience qu'il y a au niveau du marché général. Et pour moi, ça c'est plutôt positif, quand on voit la cassure ici qui a eu lieu, notamment avec FTX, qui a été ravalée quasiment instantanément. Un ravalement de cette bougie. Très très fort, et derrière on a quand même une forme réellement de reprise qui est en train de se faire. On n'a pas break les précédents lots, alors qu'on aurait dû break ici. On ne l'a pas fait au niveau de l'Ethereum sur BTC, donc ce qui est positif par rapport à l'Ether, en général, et quelque chose que je défends déjà depuis un certain temps, notamment avec l'importance du Proof of Stake et du passage avec The Merge sur la max supply, sur l'élasticité de la max supply, et donc forcément sur la concentration de valeur qui est en train de se faire au niveau d'Ethereum. Voilà. Ça risque de cartonner. C'est le PMU, donc le PMU, le truc officiel, hein, qui va du coup faire des courses virtuelles dans le métaverse. Donc avec aussi des NFT. Donc les gens en fait pourront acheter du coup des NFT chevaux, un petit peu comme un Sorare en fait. Sauf que du coup on verra directement les courses dans le métaverse aussi. Donc vraiment très intéressant. Ça devrait arriver très très bientôt normalement. A priori début 2023. Donc c'est vraiment un truc à suivre. Je pense vraiment que ça va cartonner. Bien sûr c'est pas un conseil d'investissement évidemment. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.